Pas faisable. Vous mériteriez que je vous colle au pelletage d'ici jusqu'en Calédonie, rien que pour la forme. La neige, on l'enlève, elle revient. Toujours. Encore et encore. Et nous, pauvres âmes chagrines, nous perdons nos regards dans l'horizon blanc de notre solitude. Et salut à tous, on se retrouve pour le dernier épisode de la campagne de l'Estalie pour la partie de l'hiver, la dernière grande phase de jeu de cette campagne. Vu qu'il neige de partout en France, on se met dans le thème et on balance l'hiver pour voir un petit peu qui va gagner. Malgré l'avance de certains joueurs, peut-être que le sort en voudra autrement. Donc l'hiver, quelles sont les règles? Je vous rappelle, donc toujours pareil, les petites règles de l'hiver. Donc pour chaque bataille qui sera délivrée pendant l'hiver, un des deux joueurs désignés aléatoirement lancera un dé, et sur un 1 et 2, ça sera une visibilité réduite à 24 pas vu qu'une tempête de neige frappe. Et de plus, chaque lancement des sorts de la mort et de l'ombre ont un bonus de plus 1. Voilà, parce que c'est l'hiver et winter is here. Autrement dit, les morts et l'ombre sont ici. Voilà donc pour les règles. La campagne, elle se déroulera donc cette phase de jeu en un seul tour, un seul tour de joueur. Donc bien entendu, chacun bougera ses deux généraux une dernière fois et développera son empire deux fois avant la fin de l'hiver. L'ordre de jeu, vu que l'automne a un petit peu chamboulé le classement international, on va dire, ça sera donc moi qui vais commencer avec mes Bretonniens, ensuite Lilian avec ses orques et gobelins, Thomas enchaînera avec les contes vampires, maudit soit-il, Lucie avec ses hauts elfes continuera, Henri et les guerriers du chaos seront les avant-derniers, et Pierre avec ses hommes lézards terminera la première phase de jeu. Donc voilà, écoutez, on est parti pour le début et la fin, surtout, le début de l'hiver et la fin de la campagne. Allez, c'est parti, soyons fous. Donc, je commence avec mes Bretonniens. Je choisis l'armée de ma prophétesse, qui est un petit peu au nord de ma position, au nord de mon empire. Je désigne en événement les alliés, et en alliés, je prends les orques et gobelins pour éviter qu'on puisse m'affronter, pour un petit peu gêner en fait Lilian dans ses futurs mouvements, qu'il puisse pas venir empiéter mon territoire et qu'il soit obligé de se concentrer sur l'autre flanc, soit les hauts elfes, soit les guerriers du chaos. Voilà, je fais une bonne manipulation. Donc ma prophétesse démarrant depuis les bois, donc elle départ pas depuis une plaine, fait quand même un beau 6, donc elle se déploie à 7 hexagones devant elle, et en plein ouest, elle traverse un peu le terrain pour un petit peu menacer soit le temple maudit des guerriers du chaos au nord, soit l'empire orc et gobelin au sud. En point d'avancée, je fais un beau 5, 6, 7, 8, donc je me déploie, j'augmente la taille de mon empire sur le nord pour un petit peu prendre les chaînes de montagne qui entourent ma cité fortifiée, pour surtout mettre un peu de pression sur ce joueur nécromant là qui s'approche encore une fois de mon empire. Donc voilà, ma prophétesse pour sa dernière action n'a pas fait de bataille et a développé son empire. Le tour de Lilian. Lilian avec ses orques et gobelins, il prend l'événement face à face, bien entendu, pour augmenter la puissance de ses futurs combats s'il veut en faire. Il prend son général orque noir qui se trouve justement dans la cité fortifiée qu'il vient de prendre, et avec un tout petit déplacement malheureusement de 4, se déployer dans les montagnes est plus compliqué. Il avance un petit peu au nord de sa position pour aller voir ces 4 armées, là, les 2 armées de guerriers du chaos et ces 2 armées d'hommes lézards là, qui se tournent autour depuis l'automne, et aller y mettre un petit peu son grain de sel. En avancée, il fait un petit 4, 5, 6, un petit 6. Donc il se déploie au nord de sa position et vient complètement verrouiller l'empire des hauts elfes de Lucie, pour éviter qu'elle fasse une jonction avec les guerriers du chaos, pour mettre un petit peu là aussi, pour bien prouver que c'est lui qui tient le terrain. Thomas et les contes vampires enchaînent. Alors Thomas, il choisit en événement les espions pour voir les listes d'armées de la future bataille, parce qu'il prend son nécromant, et avec un tout petit 3 en déplacement, il m'attaque. Il attaque le nord de ma position, l'extrême nord d'ailleurs de mon empire, avec son armée de nécromants. Voilà, on est vraiment énervés tous les deux. Vu qu'on s'est trahi, on s'est combattu, il décide d'attaquer mon empire. Et vu que je n'ai aucune armée éligible commandée par un de mes 2 généraux, ça sera mon armée de garnison qui va devoir se battre contre ce nécromant. Et là, ça va être très compliqué pour
ma pomme. En point d'avancée en plus, il fait un beau neuf, donc il déploie tout son flanc est, et il prend toute la chaîne de montagne et verrouille également son empire avec le mien en plein est. Donc bah écoutez, je vais vous expliquer un petit peu cette fameuse bataille affrontant l'armée du nécromancien de Thomas contre ma garnison. Alors, comme vous le voyez, la bataille de 2000 points qui a affronté les Bretoniens en garnison contre les comtes vampires commandés par le maître nécromant de Thomas s'est déroulée dans un vestige de village, comme vous le voyez, une liste d'armées donc de Thomas qui était un petit peu changeante par rapport à son habitude. Il avait bien pris ses ghouls, sa légion squelettique et sa machine mortis, mais il avait ajouté des éthérés avec ses cavaleries légères éthérées, des émissaires d'outre-tombe, et surtout il avait pris des Vargeist avec quelques zombies, tout ça pour bien rendre populeuse son armée. De mon côté, j'avais pris aucune machine de guerre et aucune arme de tir avec mon arme de garnison, mon armée de garnison. Voilà, parce que je voulais vraiment miser sur la violence des Bretoniens. Étant donné que je n'avais aucun seigneur dans mon armée, j'avais de quoi avoir de bons gros régiments bretoniens, ce qui fait que j'ai en fait pris quasiment là aussi tous mes chevaliers. J'ai pris mes chevaliers errants et tous mes chevaliers du royaume et tous mes chevaliers de la quête, voilà, en plus de tous mes hommes d'armes. J'ai vraiment misé sur des unités plus violentes que d'habitude, en remplaçant les trébuchets par en gros l'unité de chevalier de la quête. La partie, comment s'est-elle déroulée? J'ai eu du pot parce que dès le tour 1, il y a eu un incident, un fiasco de la part de Thomas. Il a réussi à faire un beau Néec pour booster un petit peu la taille de ses zombies, mais il a fait le fiasco 11, ce qui fait qu'il a perdu le Néec et perdu 2 niveaux de magie sur son maître nécromant niveau 4, le mettant très très vite dans l'embarras, surtout qu'il avait pris aucun autre mage dans son armée. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et de plus, il a fait une petite erreur parce qu'il a placé ses Vargeist en fonction qu'il puisse charger mes chevaliers de la quête autour d'eux, mais il ne s'attendait pas à ce que je réussisse une super belle charge à mon tour 1. Donc, comme vous le voyez, mes chevaliers de la quête ont réussi à eux-mêmes charger les Vargeist. Alors bon, les Vargeist sont des monstres au corps à corps, mais en face de chevaliers caparaçonnés qui frappent à force 6, c'est sûr que ça fait pas pareil. Le reste de la ligne en plus, les émissaires d'outre-tombe de Thomas ont été en fait blastés à la magie. J'ai réussi à les blaster à la magie. Alors, vous allez me dire comment j'ai fait? Tout simplement parce que ma petite magicienne niveau 2, elle avait les êtres du dessous. Parce que j'avais pas pris la bête, mais la vie. Et j'ai réussi à lui faire un être du dessous sur ses émissaires dès le tour 1. Ça a été un tour décisif dès le tour 1. Il a loupé tous ses jets d'être du dessous. Ah, c'était radical. Avec une force de 3, il avait une chance sur 2. Il avait 5 figurines. Il a perdu ses 5 cavaliers légères éthérés. Terrible pour Thomas. En gros, il a perdu ses Vargeist volants vampiriques et ses éthérés au tour 1. Car, comme vous le voyez, à la fin du corps à corps, je perds 6 chevaliers de la quête contre les Vargeist, mais derrière, avec le nombre d'attaques que j'arrive à le passer et les bonus fixes, je fais popper l'unité à la fin du tour 1. Donc il était très 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 embêté. Il a réussi quand même à bloquer un de mes régiments de chevaliers avec une quarantaine de zombies. Donc là, moi derrière, après, j'ai perdu tout mon temps à essayer de les bousiller. Et c'est en fait au tour 3 où j'ai réussi une très très belle charge de mes chevaliers errants dans ces ghouls et une charge combinée de mes hommes d'armes et mes chevaliers du royaume sur sa légion squelettique, et un superbe défi de mon porteur de la grande bannière qui a été relevé et qui a réussi à arracher la tronche du maître nécromant en combat singulier pour là encore une fois venger la trahison qu'il avait fait sur ma prophétesse. Les zombies affrontant mes chevaliers du royaume ont été pris en tenaille par mes derniers survivants de chevaliers de la quête, et la machine mortis a beau avoir chargé au tour 3 mes bretoniens pour aller soutenir la légion squelettique, ça n'a pas suffi, et avec le nombre d'attaques de ma légion d'hommes d'armes, plus quand même il faut l'avouer le bouclier de ronce de ma petite magicienne niveau 2 de la vie sur les hommes d'armes, dans une légion squelettique ça fait extrêmement mal, 2d6 touche force 4. J'ai réussi en moins de 1 tour, donc 2 rounds de corps à corps, à arracher la légion squelettique et à faire tomber le maître nécromant. Donc à la fin du tour 5, la messe était dite, les ghouls et les zombies étant morts, il restait plus que la machine mortis qui affrontait les Bretoniens. Et ça a été assez rapide. Une partie qui a duré moins d'1h15. Ouais, c'était radical pour une partie de 2000 points. Ma garnison a totalement bouté ce sale traître de nécromant qui a voulu venir manger un petit morceau de mon territoire.
Et je me suis assez bien débrouillé, j'étais content. Thomas était un petit peu surpris de la violence de mes bretoniens, mais il n'a que ce qu'il mérite. Voilà, donc tant pis pour lui, tant mieux pour moi. Donc voilà, c'est une petite partie pour démarrer cet hiver. Alors, Thomas étant repoussé de mon empire, il est obligé de rabattre son nécromant et donc de ne plus pouvoir bouger de toute la campagne vu que c'était son dernier mouvement. Il ne le rabat pas dans sa capitale, mais dans la cité fortifiée qu'il a prise pendant l'été. Donc, je suis assez content, j'ai réussi à enlever cette épine de mon pied d'une façon assez jolie. Donc ensuite, ça a été le tour de Lucie et de ses hauts elfes. Alors Lucie n'avait vraiment pas du tout apprécié le fait d'avoir perdu sa cité fortifiée à la fin de l'automne, qu'elle avait eu beaucoup de mal à prendre d'ailleurs. Donc elle prend son prince, qui se trouve d'ailleurs dans la cité à l'ouest de son territoire, et elle fait un beau set de déplacement, donc elle charge directement la cité fortifiée tenue par les orques et gobelins de Lilian, et elle décide justement de l'assiéger. Donc avant ça, l'expansion de Lucie, elle fait un 11 en expansion, presque le maximum, et elle développe quasiment tout son ouest, et elle verrouille encore une fois son empire avec les orques et gobelins sur l'est. Elle encadre son maître du savoir, et elle vient vraiment poser, on va dire, son dogme sur le territoire sud-ouest de l'Estalie. Il reste encore une parcelle libre entre les hommes lézards et les hauts elfes, mais vu comment ils s'entendaient très bien depuis le début de la campagne, nous, de notre côté, on ne s'est pas inquiété outre mesure. Donc, cette bataille. Alors, une bataille de garnison orque et goblin, parce que Lilian n'avait pas voulu prendre l'armée de son orque noir qui était éligible pour pouvoir défendre la garnison. Il a pris une garnison vraiment basée sur les orques sauvages et les gobelins avec Fana, mais c'était surtout la liste de Lucie qui nous a totalement surprise. Car étant commandée par son prince et une bataille à 2000 points, elle l'a mis bien sûr sur son griffon, son prince elfique, et elle a pris une seule machine de guerre. Tout ça pour attaquer un fort. Elle n'a pris que sa baliste, qui n'est pas déjà la meilleure pour prendre une forteresse. Ça nous a totalement surpris, mais quand on a vu le nombre de volants qu'elle avait dans son armée, on a très vite compris que les murailles n'allaient pas être un problème et qu'elle allait attaquer le fort par les airs et non pas par la force des machines de guerre. Donc une armée elfique alliant le grand aigle, le phénix, le prince sur griffon, et deux énormes blocs d'infanterie avec les gardes maritimes et les lions blancs. C'est sûr que ça allait faire mal. De son côté, Lilian a voulu jouer, on va dire, bourrin, car il n'a mis une seule unité à l'intérieur, enfin 2 unités à l'intérieur de ses murs, qui n'étaient que des gobelins, et son énorme horde de orques sauvages, il l'a mis devant les portes, en extérieur de la forteresse. Voilà, on s'était dit qu'il avait le droit, tant qu'elle était encore en contact avec les murs, dans son dos. Donc la partie a été entamée par Lucie, bien sûr, vu que c'est les attaquants qui démarrent toujours une partie de siège. Alors, la partie, comment elle s'est déroulée, c'était assez simple. Les orques sauvages ont bloqué complètement la porte, ce qui fait que pour passer, il fallait arriver à arracher les 40. Du côté de Lucie, on n'avait pas encore fait justement la partie que vous avez vue dernièrement, avec la horde de mettre les épées de Wef contre la horde d'orques sauvages. Là, elle avait sa légion de lions blancs, Lucie. Donc elle l'a envoyé contre les orques sauvages, assez logique, une unité tenace qui frappe très très fort, qui affronte des gros frénétiques complètement tarés. Mais elle n'y est pas allée seule, elle y a envoyé en plus le char de Tyrannoc et en plus son prince avec le griffon. Tout ça sur 40 orques. Ça a été très 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 compliqué pour Lilian. De plus, les volants ont directement attaqué le fortin. Avec leur mouvement de 20, c'était assez rapide, étant donné que le déploiement était fait à 24 pas. Dès le tour 2, ils ont pu passer par-dessus les murailles. Le phénix est passé d'ailleurs par-dessus les gobelins de la nuit et les a fait cramer assez rapidement. Le grand aigle également, chacun en fait prenant une tour et encadrant les gobelins qui ont eu beau lâcher leurs fanatiques, vu que c'était de bâtiment à bâtiment, ils s'écrasaient contre les bâtiments et utilisant la règle spéciale des fanatiques, ils étaient morts avant de faire le moindre dommage. Très très bien calculé de la part de Lucie, très très mal calculé de la part de Lilian. Pour ce qui est des corps à corps, ça a été assez violent quand même parce que allié à peu près 31 attaques de lion blanc, une charge de Tyrannoc et un prince sur griffon contre 40 orques sauvages, ça a été très 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 sanglant. Pour vous donner une idée, malheureusement c'est le moral qui a fait craquer d'abord les orques et gobelins. Les orques sauvages ont craqué
parce qu'ils ont mis le plus d'attaques possible sur le Tyrannoc. Bien sûr, ils l'ont arraché. Ils ont failli même arracher le griffon de Lucie, parce qu'il ne lui restait plus qu'un seul PV à la fin du combat. Et elle a réussi à faire tomber, alors que je calcule bien, 21 lions blancs sur les 30. Par contre, derrière, les orques sauvages ont perdu presque ils ont perdu 26 unités. 26 unités, ils ont perdu. 26 membres de l'unité, et ils ont craqué au moral et se sont enfuis. Ils ont été d'ailleurs même rattrapés par les lions blancs, ce qui a permis après au prince de charger les gobelins archers qui étaient sur la porte avec son griffon, malgré la pluie de flèches, des flèches gobelines qui lui est tombée dessus. Non, il n'y a eu aucun dommage dans le griffon, et il a pu rouler sur cette unité. Le dernier face-à-face, ça a été, comme vous voyez, quand la porte est tombée face au coup des derniers lions blancs survivants. Les gobelins de la nuit ont voulu charger les lions blancs qui commençaient à entrer par la porte. Mais bon, certes, ils frappent beaucoup les gobelins, mais contre de la CC5, c'était pas super bon, surtout qu'ils avaient un phénix dans le dos et un grand aigle pas très loin. Ça leur a mis une grosse pression. Et l'armée de renfort est arrivée bien sûr au tour 3 avec un char gobelin, l'Arachnarok et les 10 loups montés par des gobelins. Mais c'était sans compter sur le petit mage elfique monté sur coursier, la baliste et les gardes maritimes, qui étaient quand même encore une trentaine. En un tour de jeu, le char et les 10 gobelins de la nuit montés, les 10 gobelins montés sur loup ont été assassinés d'une façon assez méchante. Les lions blancs ayant roulé avec l'aide du phénix sur les gobelins à l'intérieur du château, Lucie a pu au tour 5 renvoyer le phénix et le prince sur griffon en dehors des murs, et au tour 6 charger la Ragnarok avec le phénix plus le prince sur griffon, alors qu'elle était affaiblie par les tirs et la magie. Ça a été un massacre inéluctable et Lilian a perdu sa cité fortifiée sur une annihilation. Bravo à Lucie, extrêmement bien joué pour la petite. Donc grâce à la belle percée de Lucie, elle récupère sa cité fortifiée et va donc encore être une grosse épine dans le pied de tous les autres joueurs, vu qu'elle aura de bons bonus pour le sauvetage des civils. Ensuite vient le tour de Henri avec ses guerriers du chaos. D'ailleurs, pour démarrer l'hiver, il ne prend pas son grand seigneur, il veut finir en beauté, et il commence d'abord avec son prince démon, avec son fameux prince démon, qui est, je crois, la seule armée de toute la campagne qui a fait un 100% de défaite. Donc, il a décidé de faire une dernière action d'éclat, parce qu'en plus, en déplacement, il ne fait que 1+1, donc le minimum possible, et vu qu'il est à pile poil 2 hexagones de ce grand prêtre mage Slan dans sa tour de sorcier que Pierre nous a placé là depuis le début de la campagne, et bien pour la 3e fois, il attaque cet hexagone tenu par le prêtre Mashlan, qui est maître du savoir de son domaine. Il aime se faire du mal apparemment, ce pauvre Henri, et il attaque donc avec son prince démon cet hexagone important pour Pierre. En point d'avancée, il nous fait un petit 7, donc il se déploie au sud de sa position pour là encore verrouiller son empire avec les orques et gobelins qui sont au sud de sa position, et prend quasiment même tout le centre des montagnes. Beau déploiement et belle avancée quand même de Henri et ses guerriers du chaos, qui, je vous rappelle, à la fin du printemps était le plus petit empire. Donc cette fameuse bataille affrontant le lieutenant principal de Henri contre le grand général magique de Pierre. Alors, la fameuse bataille de la tour de sorcier, qui je crois est la 5 ou 6e sur cette carte et cet hexagone. Donc on n'a rien changé, on a bien sûr conservé les décors au même emplacement. Et bien sûr, la règle de tour de sorcier, autrement dit, tous les sorciers de votre armée, quelle qu'elle soit, sont maîtres du savoir de leur domaine, autrement dit, ils connaissent tous les sorts de leur domaine. C'est assez violent comme règle, et ça nous l'a encore prouvé, car comme vous le voyez, ça n'a pas été une petite bataille, mais on en a fait une à 2500 points. Pierre et Henri se sont affrontés. D'ailleurs, Pierre a fait un petit peu le sport. Du côté des guerriers du chaos, il y a quand même beaucoup d'attaques magiques, rien qu'avec leur sort très offensif de Zinch, les attaques des chevaliers, les attaques du prince démon, les attaques de tous les héros guerriers du chaos. Il a mis son prêtre Mashlan en éthéré et instable, autrement dit, il ne pouvait rejoindre aucune unité, mais il ne pouvait être blessé que par des attaques magiques. Assez intéressant comme terme de jeu. De plus, il a allié vraiment, encore une fois, son armée sur le mouvement des terradons et l'impassivité les blocs invulnérables de guerrier Saurus et de sa cohorte Skink,
qu'il n'est pas vraiment invulnérable, on l'a déjà vu. Et du côté, bien sûr, de Henri, il a pris toute mon armée guerrier du chaos, enfin presque toute, les dragons ogres, la triplette de chars, le gros bloc, et là il a pris le gros bloc de guerrier du chaos, et bien sûr les 10 chevaliers du chaos, sans compter le prince démon volant. Alors la partie, c'est dommage parce que ça a été Pierre qui a démarré, qui a eu le choix de démarrer, donc très très vite il a mis la pression avec ses terradons pour bloquer et surtout réorienter 2 chars plus les chevaliers du chaos, donc dans un grand entonnoir, hein. La tour de sorcier étant au centre, pardon, ça a été assez violent, car dès que Henri a commencé à avancer et à déclarer des charges, bien sûr, avec les fuites qui en ont suivi, ça a désorganisé un peu sa ligne. Il lui restait en fait plus qu'un char et ses guerriers du chaos en comptant son prince démon au centre de la table pour vraiment inquiéter Pierre. De son côté, Pierre a vraiment utilisé les domaines violents, hein, des hommes lézards, surtout des machines des dieux, encore une fois. La machine des dieux plus la machine solaire arrachant le char éventreur dès le tour 2, alors que c'est un monstre, je vous rappelle, au corps à corps. Ce coup-là, quand même, Henri n'a pas fait l'erreur de placer son prince démon en face de ses machines, justement pour éviter qu'il soit blasté dès le premier tour. Il l'avait caché grâce à la tour. Le prêtre Mashlan de Pierre avait pris en plus le domaine de la vie, et vu qu'il est maître du savoir, je vous laisse imaginer le nombre de fois qu'il a tenté les vigueurs de printemps et les êtres du dessous, parce que là l'invulnérable de Zinch ne fonctionne pas. Pour vous donner un petit peu l'idée des corps à corps quand même importants, c'est que les chevaliers du chaos, loupant une deuxième charge sur les terradons, se sont fait prendre de flanc par les chevaliers Saurus. Alors même si vous êtes de Zinch, quand vous avez des chevaliers Saurus qui vous chargent de flanc, ça fait mal. En revanche, chose intéressante, le corps à corps affrontant les gros blocs des 2 meilleures unités de base d'infanterie, on va dire dans le top 3 au moins, des guerriers du chaos plus les Saurus, c'est bien sûr déroulé encore une fois, pour voir et enfin essayer de déterminer lesquels sont les meilleurs. Les Saurus ont d'ailleurs eu même le secours du Bastiladon. Un char qui affronte un Stégadon en face à face, c'est toujours intéressant également à voir, comme vous pouvez l'imaginer. Bien sûr, un autre char se faisant malmener par les terradons, en essayant de les charger, les terradons qui fuient, etc. Une petite tactique d'elfe, qui dédicace à Julien et ses cavaleries légères. Enfin bref, la partie s'est vraiment lâchée, on va dire, a vraiment craqué au moment où la cohorte de Skink avec les Croxigor de Pierre n'a pas chargé le prince démon, qui était enfin en vue du prêtre Mashlan. Alors le prêtre Mashlan a quand même perdu 2 de ses PV face à un très très beau un feu bleu de Zinch qui l'a frappé avec une force de 6. Donc même si vous êtes prêtre Mashlan avec une invulnérable de 4, ça fait beaucoup trop mal. Il a failli mourir sur un beau jet de magie de Henri. Malheureusement, c'était sans compter sur les javelines empoisonnées des Skinks. Quand vous avez 24 tirs empoisonnés qui vous attaquent et que vous êtes seulement un prince démon avec 5 petits PV, et ben vous vous faites arracher la tronche par ces javelines empoisonnées avec un super beau jet de pierre. Les chevaliers du chaos étant réduits à 4 sans avoir fait aucune perte chez les chevaliers Saurus qui étaient eux 5. Ils ont craqué au tour 5 et se sont enfuis en étant rattrapés par les chevaliers. Le char, bien sûr, du chaos est mort face au Stégadon. Il n'a pas réussi à lui faire suffisamment de mal et la règle de flegme a empêché la créature de s'enfuir. Cependant, le corps à corps affrontant les guerriers du chaos avec leurs 3 héros contre les guerriers Saurus et le Bastiladon. Le Bastiladon est mort face aux guerriers du chaos. Il est mort alors qu'il avait quand même une armure de 1+, hein. Il est techniquement increvable à passer si vous le frappez avec une force de 4. Mais là, avec le nombre d'attaques qu'il a pris, il en est mort. Les guerriers Saurus et les guerriers du chaos se sont affrontés jusqu'à la mort et aucun n'a craqué avant le tour 6. À la fin, il ne restait plus que 6 guerriers Saurus contre 8 guerriers du chaos. Personne n'a pu déterminer de vainqueur, mais comme le gros bloc de chevalier du chaos de Henri était mort et que son prince démon était mort sans avoir tué le général de Pierre, à la fin du tour 6, au calcul de points de victoire, pardon, ça a été Pierre le grand vainqueur de cette dernière attaque du prince démon, qui n'aura fait malheureusement pour lui que des défaites dans le camp de Henri. Voilà. Donc après cette nouvelle défaite, c'est moche de dire ça, de Henri avec son prince démon qui a été rabattu dans la cité en plein centre de son empire, on a tous compris que cette fameuse case de temple de tour du sorcier tenue par un slan, fallait arrêter de l'attaquer, hein. On en avait marre de se prendre tous des petites dérouillées, même si moi j'étais bien trop loin pour venir m'y frotter.
Donc pour terminer la première phase de jeu de l'hiver, ça a été au tour de Pierre avec justement ses hommes lézards. Il a pris son général Carnosaur et pas son grand général Slann et a fait un petit 2 en déplacement, là aussi il a un peu foiré, et il n'a pas attaqué le grand seigneur guerrier du chaos de Henri. Il a préféré se rabattre à côté de la fameuse tour de sorcier et protéger l'est de son empire. Dans son développement, il a fait un petit 4 à la surprise générale, donc il a développé un peu le sud de sa position sans trop de surprise. Donc voilà, c'était la première phase de jeu de l'hiver. Les ordres d'empire, la taille des empires. Donc c'est toujours moi le plus petit, les Bretoniens, avec 61 hexagones. En même temps, je suis complètement enclavé et je peux me déployer et me déplacer maintenant faire évoluer mon empire que par les montagnes ou les forêts, ce qui me coûte 2 fois plus de points. Bien joué de la part de Lilian et de Thomas qui m'ont bien bloqué sur le sud-est. Donc moi j'ai mon plus petit empire avec 61 hexagones. Ensuite Lilian, toujours qui me suit avec ses 65 hexagones. Vient ensuite Thomas et ses contes vampires qui est à 68 hexagones. Lucie, toujours numéro 3 avec ses hauts elfes et ses 73 hexagones. Ensuite, c'est Pierre, l'avant-dernier, qui nous a surpris avec 74 hexagones. Et enfin, Henri, qui a le plus grand empire finalement voilà, au milieu de l'hiver avec 76 hexagones. Bien joué de son côté. Il est passé de dernier au printemps à premier au milieu de l'hiver. Donc on va enchaîner pour la dernière phase de jeu de la campagne. Je démarre, bien entendu, donc j'attaque avec mes Bretoniens. Je prends mon grand général du Graal, qui démarre depuis la cité. Alors mon grand général du Graal, pour cette campagne, il m'a un peu déçu. Hein. Il a outrepassé son droit de défaite. Je lui avais dit aucune défaite, et malheureusement, la dame ne l'a pas assez protégé. Donc j'essaie de faire une dernière action d'éclat avec ce grand général du Graal. Je prends l'événement espion pour avoir une petite idée de la liste d'armées en face, parce que j'ai un général orque sauvage pas très loin de ma position. Démarrant depuis une plaine, j'ai un bon bonus, je fais suffisamment et j'attaque le général orque sauvage de Lilian. On s'attaque mutuellement presque, hein, parce que depuis le début de la campagne quand même on se frotte l'un à l'autre. En même temps, comment voulez-vous être ami avec un orque gobelin ? En déploiement, en point d'avancée de mon armée, je fais un beau 10 pour la fin de ma campagne et je me déploie tout au nord de ma position et prends encore une autre chaîne de montagnes sans pouvoir verrouiller mon empire avec les contes vampires. Bien entendu, c'est trop compliqué avec les points d'avancée. Donc, on va vous parler un petit peu de cette fameuse bataille du grand général du Graal contre le général orque sauvage. Alors, cette fameuse bataille affrontant les orques sauvages de Lilian contre mes Bretoniens, avec mon grand général du Graal. J'ai conservé mon armée classique, mais là encore une fois, je n'ai pas pris d'armes de tir, car pour l'hiver, ça servait à rien, surtout que on a fait le jet 1, ce qui veut dire qu'on avait une visibilité à 24 pas. Donc nos grandes armes de siège, surtout les miennes, n'auraient pas servi à grand chose pendant cette partie. Alors, ma liste d'armées, bien sûr, comprenant toujours mes chevaliers du royaume, mes chevaliers errants et mes chevaliers du Graal avec mes hommes d'armes. Et du côté de Lilian, il a un petit peu changé là encore une fois. Il a pris bien sûr sa grande horde costaud orques sauvages, ses orques lanciers, son Ragnarok, sa triplette de chars orques et un char à loup. Et il a pris les cavaliers loups pour avoir un petit peu d'avant-garde et pouvoir essayer, avoir la chance de déranger un petit peu ma ligne. La partie, comment s'est-elle passée ? Bien entendu, j'ai prié, hein, je n'ai fait aucune partie sans prier, et j'ai donc laissé Lilian commencer la partie. Il a avancé prudemment, sachant que les Bretoniens peuvent charger très très vite avec une petite surprise. Les gobelins sur loup, bien sûr, me prenant déjà en tenaille et menaçant mes flancs. De mon côté, je n'ai quasiment pas bougé mes unités, à part ma petite unité de chevalier du royaume qui est venue menacer à son tour un des flancs de Lilian. Le tour 2 a été là aussi un petit peu doux du côté des orques et gobelins, car il n'a presque pas avancé, mis à part ses orques, pour bloquer son flanc avec les chevaliers du royaume qui arrivaient, légèrement avancer son Ragnarok parce qu'elle était en face des hommes d'armes et non pas des chevaliers, et créant un grand entonnoir avec ses chars vers sa horde pour menacer les flancs de mes unités qui chargeront bien sûr au tour d'après. Le tour arrivant enfin, je lance mes charges. Je lance une triple charge sur la horde orque sauvage costos avec mes chevaliers errants, mon grand régiment de chevaliers du royaume et mes chevaliers du Graal. 3 régiments qui chargent. Malheureusement, j'ai loupé ma charge de mes chevaliers errants.
Bon, tant mieux, heureusement que c'est eux et pas les chevaliers du Graal qui ont loupé la charge. De plus, mes chevaliers du royaume sont rentrés dans le lard des orques lanciers, parce que je préfère largement charger un orque que me faire charger. Surtout qu'il est bien plus nombreux que moi, ils étaient une trentaine et nous on était que 9. Hein. Donc c'est sûr que là c'est moins drôle. Pour ce qui est du combat, eh bien sûr les pertes ont été importantes des deux côtés, mais la grosse armure de mes chevaliers quand même m'a énormément protégé des nombreuses attaques orques et gobelins. Le tour suivant de Lilian a vu l'Arachnarok charger ma grande horde d'hommes d'armes. Heureusement que j'avais quand même laissé mon héros avec la vertu de sollicitude et la couronne ténacité à l'intérieur, ce qui m'a permis quand même de bloquer cette unité monstrueuse, terrible contre de l'infanterie. Ça a été par contre très mauvais pour mes chevaliers errants car ils ont pris une triple charge qui, elle, a réussi. Le char à loup gobelin, un char orc de front et 10 gobelins montés sur loup avec des lances dans le dos. Ça fait très très mal. Pour un petit peu, en voyant malheureusement cette unité fondre comme neige au soleil face à cette triple charge, j'ai vu mes 9 chevaliers errants mourir en un seul round de corps à corps. Ah, j'ai perdu tous mes hommes d'un coup. Ça a été immonde. Par contre, après derrière, les Graleux plus les chevaliers du royaume contre les orques sauvages, qui surtout les chevaliers du Graal, avaient eux aussi pris une charge d'un dernier char orc de front. Au tour 4, j'ai décidé de déclarer le défi. Mon chevalier du Graal s'est approché du grand seigneur de guerre, orque sauvage de Lilian. Et le combat a duré 2 tours, 4 rounds de corps à corps. Le premier round où rien n'a été fait des deux côtés, le deuxième round où il m'a enlevé un PV, j'ai été surpris et moi je lui ai rien fait, et les 2 derniers rounds où je lui ai enlevé un PV, il ne m'a rien fait, et le dernier round final où j'ai réussi à le décapiter par un petit miracle qui m'a sauvé un petit peu. De plus, les chevaliers du Graal vraiment ont moissonné les orques sauvages. J'ai perdu 9 chevaliers du royaume alors qu'ils... Non, j'ai perdu... En fait, je les ai quasiment tous perdus, il m'en restait que 1 à la fin, voilà, c'est ce que je voulais dire, avec le porteur de la grande bannière. Par contre, mes chevaliers du Graal n'ont perdu qu'une seule unité. Donc quand vous avez encore beaucoup de chevaliers du Graal qui frappent, ça fait quand même très mal. Les orques sauvages ayant perdu leur général, et au tour d'après, leur chaman, voilà, au tour 5, où j'ai réussi à abattre le chaman, et donc à leur enlever leur invulnérable de 5+, j'ai réussi à les faire s'enfuir, et à les rattraper, perdant son énorme bloc de 800 points sur une armée à 2000, la bataille était pliée, surtout que mes graleux étaient encore bien debout. Donc voilà pour cette fameuse bataille, affrontant mon grand général du Graal contre le général orque sauvage de Lilian. Ça a été quand même très très chaud. L'Arachnarok a continué de massacrer sans presque aucune perte les hommes d'armes jusqu'à la fin de la partie. À la fin, il ne restait plus que 9 hommes d'armes sur 40. Ouais, ça fait mal. L'Arachnarok n'avait perdu sur ses 8 PV que 2. Ah, c'était moche, c'était très très moche. Donc après la défaite de Lilian sur cette fameuse hexagone qu'on se dispute depuis quand même pas mal de temps, je récupère l'entre-deux de nos empires, et Lilian utilisant la règle spéciale des orques et gobelins, c'est-à-dire qu'après une défaite, ils ne sont pas obligés de retourner à leur capitale ou à une cité fortifiée ou à une cité éligible, il peut les remettre où il veut dans son empire, et ben il les envoie à l'autre bout de son empire, en plein ouest, juste en face de la cité fortifiée tenue par Lucie. Le tour qui arrive juste après, c'est justement le tour de Lilian. Il a bougé justement son grand général orque noir au tour d'avant. Donc c'est au tour de celui qui vient de prendre une défaite juste à l'instant, son général orque sauvage. Et Lilian prend en événement le face-à-face. Et bien sûr, avec ses mouvements, il attaque la fameuse cité fortifiée que Lucie vient juste de lui reprendre avec son grand général orque sauvage, et déclare un face-à-face non refusable pour le prince de Lucie. Alors, le face-à-face du prince monté sur Griffon contre le général orque sauvage. Encore une fois, oui, encore une fois, Lucie a du mal à affronter ces grands généraux orques et gobelins. Alors certes, vous êtes beaucoup de joueurs à m'avoir expliqué que les princes elfiques avec ce qu'il fallait comme arme magique étaient des monstres de duel pour les corps à corps, mais comme je vous l'ai expliqué au tout début de la campagne, une fois qu'on a choisi l'équipement de notre général, on ne peut plus le changer pour toute la campagne. Elle n'avait pas d'armes suffisamment puissante pour booster son prince elfique. Elle avait quand même un griffon, je suis d'accord avec vous, mais quand vous avez un chef orque sauvage qui vous frappe 8 fois à force 6 au premier round,
Ça fait mal, c'est sûr, surtout qu'il a une meilleure CC que votre griffon. Donc au premier round, elle réussit à perdre son griffon face à Lilian indirectement. Elle enlève quand même 2 PV au général Orque Sauvage, il n'y en reste plus qu'un seul. Et au round suivant, elle loupe toutes ses blessures. Parce qu'il faut bien l'avouer quand même, les généraux Orque Sauvage, ils ont une endurance de 5. Et lui, il a une petite invulnérable de 6. Elle loupe 3 de ses attaques. Et elle en a 2 autres qui sont sauvegardées par l'invulnérable 6+ de Lilian. C'est moche, c'est vraiment moche. Et Lilian derrière lève sa hache de toute sa puissance et coupe encore une fois en 2 le pauvre prince elfique de Lucie. Depuis le haut des remparts, enfin bon bref, c'est extrêmement moche. Cette cité fortifiée au nord de l'Empire aux Elfes, elle a été vraiment disputée un sacré nombre de fois. Hein. Et c'est sur l'action finale de Lilian avec son chef Orque Sauvage qui quand même termine bien sa campagne, parce qu'il reprend cette cité fortifiée aux Elfes. Vient le dernier tour des contes vampires de Thomas avec sa grande générale vampirique. Il choisit l'événement tourelle sur la plage, bien entendu. Et avec sa générale vampirique, il fait un 6, ce qui fait qu'il attaque l'Empire de Henri, des guerriers du chaos. Il nous fait une surprise, au lieu de revenir encore une fois m'attaquer, il change d'ennemi et il attaque les guerriers du chaos à l'ouest de sa position, voilà. Et en plus, aucune armée éligible n'est dans le coin, donc il va se battre contre la garnison. Bien joué de la part de Thomas, encore une fois. Un fourbe ce Thomas. Une fois qu'il m'a trahi, il trahit en plus les voisins guerriers du chaos. Ah là là, je vous jure, c'est vraiment pas sympa. en point d'avancée, il nous fait encore un 8. Et il se développe au sud de sa position et prend là aussi des chaînes de montagne pour terminer l'expansion de son empire. Donc la bataille de sa générale vampire contre la garnison des guerriers du chaos. Est-il bien nécessaire de préciser qu'il avait utilisé les revenus de ses mines pour augmenter la taille de son armée? Ouais, je vais le préciser quand même. L'armée de Thomas. Alors l'armée de Thomas pour cette partie, il a utilisé vraiment la violence des vampires en utilisant un groupe de gardiens des cryptes avec sa grande générale et cette fameuse unité de chevalier noir avec un vampire monté, sans compter qu'il avait en plus rajouté une banshee dans ses guerriers squelettes. Peu de magie, je suis d'accord, hein, de faible niveau de magie, mais face à un niveau 2 en face chez les guerriers du chaos, c'était presque pareil, on va dire. Hein. Autrement dit, ça a été quand même assez tourné sur la violence des combats, surtout qu'il avait pris pas mal de ghouls en attaque empoisonnée contre des guerriers du chaos qui, eux, avaient basé leur armée sur chars et monstres. Pas de chevalier du chaos pour cette partie du côté des guerriers du chaos. Ça a été la surprise que nous a fait Henri. Il avait quand même pris une chimère avec un souffle enflammé, c'est sûr que contre des morts-vivants, ça peut vite labourer, et des fameux rabatteurs de Slanesh pour pouvoir prendre par derrière et enlever les bonus ou avoir des bonus de charge. Dans les calculs d'instabilité, c'est pas négociable là aussi contre des morts-vivants. Donc la partie, comment s'est-elle déroulée? Eh bien après un petit tour de chauffe en tour 1 et une reformation assez intéressante, les contes vampires ont attaqué d'une façon assez brutale. La charge des chevaliers noirs sur les dragons ogres, là ça allait faire très mal. Bon, ils avaient en soutien la chimère qui était prête à charger au tour d'après, donc on savait pas vraiment comment ça allait se dérouler sur ce côté-là. Mais surtout ça a été les Banshees, Thomas utilisant le mouvement... Henri utilisant très rapidement le... Je vais y arriver. Henri utilisant le mouvement très rapide, voilà, des rabatteurs de Slanesh et les avoir mis derrière la ligne des contes vampires. Il avait oublié quand même que les Banshees peuvent crier à 360 degrés autour d'elles, elles n'ont pas besoin d'avoir une ligne de vue, ce qui fait que la Banshee des guerriers squelettes a crié dans les rabatteurs et leur a arraché la tronche. Elle a fait un beau 12, non, elle a même fait le maximum, elle a fait le double 6 plus 2. Donc, même avec un bon commandement, là, les 5 figurines, elles ont le cerveau qui a fondu dans leur crâne. Donc il a perdu sa cavalerie légère au tour 2. De plus, une belle charge des chevaliers noirs dans les dragons ogres et qui sont passés au travers. Ça a été vraiment dommage. Les dragons ogres n'ont pas tenu, ils sont enfuis et ont été rattrapés. La chimère donc n'a servi à rien, elle n'a pas eu le temps de charger en soutien. Le tour 3 a vu les chars enfin réussir à charger les contes vampires, sauf qu'il a... Là, Henri a fait un peu d'erreur parce qu'il a chargé les ghouls avec ses chars au lieu de charger les gardes des cryptes. Ça nous a un peu étonné parce que les ghouls, elles ont attaque empoisonnée. Donc malgré l'énorme endurance des chars du chaos, les attaques empoisonnées, surtout qu'elles ont 2 attaques par figurine, les ghouls, ça fait 15 attaques empoisonnées sur votre char. Ça passe au travers. Il a perdu son char éventreur comme ça et son char du chaos a perdu la moitié de ses PV en enlevant que 5 ghouls
Donc là, la partie était très vite encline à aller dans le camp de Thomas. Et quand on a vu la charge finale des gardiens des cryptes, plus la machine Mortis sur les guerriers du chaos, et une charge de flanc de 40 guerriers squelettes sur un seul char du chaos, la messe était dite, hein. La chimère a été arrachée par les Banshees de la machine Mortis. Terrible pour Henry, là, hein. Là, il perd tous ses atouts, et quand on voit au tour 4 que les chevaliers noirs reviennent dans le dos pour prendre les guerriers du chaos au tour 5 et au tour 6 par le revers, il n'y avait plus aucune chance de ce côté-là de la partie. Très rapidement, ça s'est mal joué pour Henry, très rapidement. Les Banshees, encore une fois, ont prouvé leur efficacité. Si vous êtes joueur contre vampire et que vous ne jouez pas au moins une Banshee, vous avez tort. Donc la partie s'est terminée sur une superbe victoire de Thomas contre la garnison de guerriers du chaos de Henry, et il a réussi à lui piquer un hexagone dans son empire. Tant mieux pour lui. Donc après encore un acte de fourbe de la part de Thomas et de ses contes vampires, ça a été au tour de Lucie. Lucie, il lui reste plus que son maître du savoir de ES en possibilité de jeu. Elle est au bord de l'empire orc et gobelin, bien sûr elle utilise le peu de mouvement qu'elle a besoin, et elle attaque la garnison orc et gobelin de Lilian. On a fait pas mal de batailles là encore une fois pour cette phase de jeu, hein. Donc, avant de faire la bataille, l'expansion de Lucie, elle fait un beau 9 en expansion, donc elle verrouille complètement là, elle finit de verrouiller son empire avec les orcs et gobelins, et elle prend quasiment tout le sud-ouest de l'Estalie. Il ne reste plus que 3 petits hexagones éligibles pour les hommes lézards. Donc bien joué de la part de Lucie, elle coupe un peu l'herbe sous le pied des hommes lézards. J'ai pas dit, mais juste avant, elle a pris l'événement Alliance Hommes lézards, bien entendu, sinon c'est pas drôle. Donc voilà, le maître du savoir de ES attaque donc une garnison orc et goblin pour sa dernière phase de jeu. Là aussi, les rancunes étaient tenaces parce qu'il y a eu de la défaite et de la prise des deux côtés. Alors, la partie affrontant la garnison orc et goblin de Lilian contre les hauts elfes. Alors ce coup-là, Lilian n'a pas fait une base de garnison avec gobelins, parce que les gobelins, je vous rappelle, ont la règle peur des elfes. Donc il a pris là aussi ses gros blocs d'infanterie, orques sauvages, orques lanciers, il a pris ses chars, parce que c'est toujours mieux d'avoir des chars quand vous affrontez les hauts elfes, et sa cavalerie légère. Du côté de Lucie, elle a là aussi repris le duo de chars, Shras et Tyrannok, ces fameux maîtres des épées de OS avec leur maître du savoir, les sorts d'Avlorn et les volants avec le grand aigle et le phénix. La bataille s'est déroulée par beaucoup de manœuvres, les avant-gardes ayant amené les patrouilleurs aériens et les gobelins montés, pas en plein centre de la table mais presque. C'est Lucie qui a démarré, à notre surprise, et qui a directement mis la gamme, parce que après la première avancée des orques et gobelins qui ont tenté justement de faire le contour de la ligne aux elfes avec la cavalerie légère, Lucie a utilisé son phénix pour survoler les gobelins montés sur loup, et sur les 10 a en cramé 7 en une seule phase. C'était pas mal. Donc les gobelins, bien sûr, avec un commandement de 6, se sont enfuis comme des tatas, et sont sortis de la table au tour 3. Rapidement, la cohorte d'orques sauvages a été complètement mise dans les choux par les patrouilleurs illlyriens, parce que si vous mettez une unité devant une unité frénétique, ça charge, mais si c'est de la cavalerie légère, ça s'enfuit. Donc très bien joué de la part de Lucie, elle a complètement orienté l'énorme horde d'orques sauvages pendant 5 tours. Pendant 5 tours, elle a joué à cache-cache avec cette unité extrêmement coûteuse, avec seulement 95 points de patrouilleurs illlyriens. De plus, utilisant le grand aigle, et le mettant en plein milieu de la carte, de la table, et la table ayant un décor infranchissable à son milieu, elle a fait sortir les fanatiques, là aussi, de Lilian. Les fanatiques, voyant le grand aigle, l'ont balancé dans leur direction, mais il y avait un infranchissable sur le chemin. Il a balancé tous ces fanatiques sur les infranchissables, et les a tous tués, grâce à une très belle phase de Lucie. Malheureusement, son phénix ayant fait une belle manœuvre avec les gobelins montés, lui aussi s'est approché un peu trop des gobelins archers. Lilian s'en est approché avec ses fameux petits tireurs du phénix, a lâché ses 3 fanatiques dessus et l'a tué. 2 fanatiques sont sortis de table pour tuer le phénix, un est resté proche de la forêt, mais il a quand même réussi à arracher le phénix. Quand même, en une phase de mouvement, c'est quand même assez joli.
Le centre de la table s'est vu s'affronter le char de Shras contre un char orc, les Hommes d'Argent contre 30 orcs lanciers, et la Ragnarok contre les Maîtres des Épées de l'Ouest, boosté à la magie encore une fois, avec la régène, le puissant en force et en endurance, enfin monstrueux quoi, et le char de Tyrannok. Pardon. La Ragnarok n'a pas tenu, hein. Là c'est sûr et certain qu'avec le nombre d'attaques des Maîtres des Épées de l'Ouest force 6, c'est sûr que vous passez pas à travers. Elle s'en est enfuie et a été poursuivie par le char de Tyrannok, laissant libre cours à la férocité des Maîtres des Épées de l'Ouest, car ils voyaient après le flanc des orques lanciers. C'est sûr que là c'est beaucoup moins drôle. Et par une superbe action de Lucie, le Phénix étant mort, elle a placé sa petite pièce pour savoir s'il allait revenir à la vie ou pas, parce que je vous rappelle qu'un Phénix peut revenir à la vie. Sur un 1, il est mort définitivement, sur un 1 ou 2, je sais plus. Ensuite, sur 3, 4, 5, il fait une énorme explosion de feu et le pouillon reste pour pouvoir essayer de le ressusciter encore. Et s'il fait un 6, il ressuscite. Et pour bien finir sa partie, elle a fait un 6. Et le Phénix est revenu presque frais et dispo, il est revenu avec 4 PV, en face des archers gobelins de la nuit. Vous imaginez la panique. Ça a été terrible. Le char orc est mort face au char de Shras, laissant une vingtaine de gobelins contre un char de Shras particulièrement énervé. Donc c'était assez joli. Les patrouilleurs aériens et le grand aigle continuant à malmener les orques sauvages et à les faire se promener dans les bois. La baliste, les gardes maritimes et les sorts d'Avlor mitraillant justement les gobelins et les orques sauvages. Ont mis quand même assez de dégâts pour faire mal. Le char de Tyrannok et le Phénix prenant en tenaille les archers gobelins de la nuit. Était-ce bien nécessaire? Et pour finir, les orques lanciers se prenant une charge de flanc des Maîtres des Épées de l'Ouest qui était full, car ils n'ont eu aucune perte face à la Ragnarok. Bon, c'est sûr, le char de Shras est même venu manger un petit peu de gobelins parce qu'il avait encore un peu faim, alors qu'il en restait plus que 15. Bon, c'est pas vraiment sport, mais bon, c'est pas grave. La partie a vraiment été dans un seul sens. La maniabilité des hauts elfes et de Lucie a vraiment permis à son camp de mener la barque et de malmener la pauvre garnison orque et gobeline de Lilian. Donc dommage, ça a été quand même assez disputé, hein. La mort du Phénix, la Ragnarok qui meurt direct, et puis les orques sauvages surtout qui n'ont servi à rien de toute la partie, grâce à une belle utilisation d'une unité à 95 points et d'une unité à 50 points, alors que le bloc d'orques sauvages en vaut presque 500. C'était bien géré de la part de Lucie, bravo à elle, elle gère vraiment très bien ses hauts elfes. Donc bien sûr ça finit sur une victoire des Azurs. Alors, après avoir pris ce petit hexagone à Lilian, ça a été au tour justement de Pierre et ses hommes lézards avec son grand général pour finir, son grand Slann. Il a fait suffisamment de mouvements pour venir être menaçant soit chez les orques et gobelins, soit chez les guerriers du chaos encore une fois, et il nous a fait plaisir, il a décidé d'attaquer le grand général orque noir de Lilian. Alors Lilian, il en a pris plein la tronche en hiver, hein, ça je vous assure. La bataille se déroulant dans les montagnes, en plus ça a été la visibilité à 24 pas encore une fois, c'était assez sympa. L'expansion de Pierre a été quand même encore surprenante parce qu'il a fait un 8, donc il a verrouillé complètement son empire avec celui des hauts elfes pour ne laisser aucun hexagone de plaine libre sur tout l'ouest de l'Estalie. Il y avait d'ailleurs à ce moment de la partie plus aucun hexagone de plaine libre dans toute l'Estalie. Donc on avait quand même fait une belle expansion chacun de notre côté. Donc on va parler de cette fameuse bataille affrontant le grand général des orques et gobelins contre le grand général des hommes lézards. Lilian, voyant que son armée, un petit peu tournée sur le feuge avec sa cavalerie et ses chars, n'arrivait pas du tout à marcher depuis le début de l'hiver, il est revenu à ses classiques et à ses énormes blocs d'infanterie, les 30 orques lanciers, les 30 orques noirs avec les 2 héros dedans, la horde de orques sauvages, 2 chars orques et une Ragnarok. La subtilité des peaux vertes. Du côté de Pierre, il est resté sur cette fameuse alliance du prêtre Mashlan avec l'aphorisme apaisant pour vraiment complètement dissiper la magie adverse et la fameuse règle éthérée et instable qui le rend très 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 chiant à avoir pour les orques et gobelins. Alliant également encore une fois les monstres, le gros bloc de Saurus et les Terradons. La partie, alors là on n'avait plus beaucoup de photos parce que d'un coup j'avais oublié de brancher mon appareil et j'avais plus de batterie. Donc il n'y a que 4 photos pour vous parler de toute cette bataille à 2000 points. Donc pour faire simple et pour faire un petit peu court, parce que voilà,
La partie a vraiment été tournée sur le corps à corps. La magie a été des brises, vraiment de toutes petites brises pendant toute la partie. Le maximum de dés qu'a disposé Lilian, ça a été 5. Et le maximum de dés qu'a eu Pierre, et heureusement pour Lilian, c'était 4. Ça a vraiment pas volé haut. Donc la partie s'est déroulée sur quand même un moment très 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 gênant, car alliant une super belle phase de lancer de cailloux, de machine solaire et de machine des dieux sur l'Arachnarok qui meurt au tour 3 à cause de la magie, ça c'était moche. Mais derrière, ça a vraiment tourné sur les corps à corps. Il y a eu un terrible affrontement des orques noirs avec leurs deux héros contre les Saurus et le Stégadon qui est arrivé au tour d'après, et la cohorte skink qui affronte la horde d'orques sauvages. Ça a été très moche, vraiment très très moche. Les chevaliers Saurus sont même venus aider les skinks, mais ils ont été surpris aussi par une charge du char orc derrière. Donc ça a été vraiment sanglant. La partie n'a pas été vraiment très disputée après parce que les orques lanciers ont été là encore une fois malmenés par le mouvement des Terradons qui ont fait action de reformation et fuite, dans le très bon domaine de la cavalerie légère volante. Et ça a été vraiment les corps à corps qui ont désigné le vainqueur. Ça a été très très long, ça a été désigné en fait à la fin du tour 5. Les corps à corps ont quand même commencé à milieu du tour 2. Pour vous donner une idée, ça se voit que ça sait se battre des deux côtés. Les Saurus, avec leur porteur de la grande bannière et le Stégadon, ont été arrachés par les orques noirs. Il a fait une super belle percée avec son général orque noir. Cependant, la cohorte de skink a réussi à passer à travers les orques sauvages par un miracle qu'on n'avait pas compris. On l'a compris surtout grâce à la magie de la bête, qui a un petit peu amélioré les caractéristiques des skinks, mais aussi par l'invulnérable 6+ du Stégadon qui les a quand même bien aidés, enfin de la machine des dieux sur le Stégadon. Ce qui fait que la cohorte skink a réussi à repousser les orques sauvages qui étaient quand même bourrins, mais les Saurus ont perdu face aux orques noirs. Autrement dit, chaque gros régiment a bugué un petit peu sur sa némésis. Les Saurus ont été écrasés avec le Stégadon, les orques sauvages ont été écrasés par les skinks, et le char orc par les chevaliers Saurus. Ça a été très compliqué pour les deux parties, mais ça a été au moment, bien sûr, de la phase de magie de Pierre, qui avec seulement 3 petits dés, a réussi à renverser la vapeur, car il a réussi à passer avec son Bastiladon une superbe magie solaire sur les orques noirs qui avaient traversé sa ligne. En plus, allié à ça, un super beau sort de la lumière en blast qui avait très gêné les orques noirs pendant la partie. Voilà, ça a été radical et les orques noirs ont en fait perdu, on va dire, ce qui faisait leur force, leur nombre. Il ne restait à la fin plus que le porteur de la grande bannière et le chef orque noir, bien sûr, de Lilian. Donc perdant son groupe d'orques sauvages, perdant son groupe d'orques noirs et perdant son Arachnarok, les 3 unités qui lui valaient le plus de points, à la fin du tour 6, malgré la perte des 300 points des unités de Saurus et des 280 points de l'unité du Stégadon, les hommes lézards ont arraché la victoire par un combat, vraiment par du combat, pas trop de fudge, mais vraiment du combat sanglant en plus, on a été servi. On était derrière en disant mais vas-y charge-le, fais pas ta doucette là, vas-y balance-y et tout, mais bon ça n'a pas suffi à les motiver que suffisamment, et les hommes lézards ont parfaitement repoussé et anéanti même d'ailleurs l'armée du général orque noir de Lilian. Dommage parce que c'était quand même âprement disputé. Bravo aux deux parties, ça a été une super belle bataille. Donc après la victoire du grand prêtre Maslan sur cet hexagone montagnard, il ne restait plus qu'un seul général à faire mouvement. Et c'était Henri, avec son grand général guerrier du chaos. Bon, il a entendu dans les montagnes le grand combat affrontant les orques contre les Saurus. Allez, il s'est fait plaisir, il a utilisé le peu de mouvement qu'il avait besoin, seulement 4 de mouvement, il fait un beau 6 de mouvement, c'est moi qui me gourre. Et pour terminer, et pour vraiment mettre le ton sur la haine vraiment développée des guerriers du chaos contre les hommes lézards, la dernière bataille se déroulera entre le grand général d'Henri contre le grand général de Pierre dans les montagnes. Avant de faire la partie, bien sûr, l'expansion de Pierre
Pardon, l'expansion de Henry, qui nous fait un 7 et qui verrouille là aussi complètement et prend toute la chaîne de montagne centrale, avec un beau développement quand même encore une fois. Le dernier hexagone au milieu là, de son empire va être donc disputé par le prêtre Mashlan et par son grand général du chaos. Bien, comme Pierre venait de faire une partie avec ce général sur cet hexagone, eh ben on a décidé qu'il devait garder la même liste. Il n'avait pas le choix de pouvoir la changer pour vraiment lui mettre un petit coup de pression. Et derrière, ça a laissé un petit peu de liberté à Henri pour qu'il fasse une belle liste d'armées. Et bien sûr, bon, il a pris quasiment celle qu'il aimait le plus, le trio de chars, l'hôtel du chaos, la chimère, les dragons ogres et les chevaliers du chaos. Tout ça pour venir essayer d'écraser l'armée du prêtre Mashlan de Pierre. Comment s'est déroulée la partie? Eh bien, comme vous le voyez, ça a été aux hommes lézards de démarrer, et très rapidement, avec le mouvement des Terradons, il est venu se mettre derrière la ligne et est venu embêter on va dire la vision de Henri, qui a eu beaucoup de mal à gérer ses unités volantes. Alors qu'il avait quand même suffisamment de place pour s'en occuper, mais bon, c'est une autre histoire. La partie, comment s'est-elle déroulée? Les Terradons ont vraiment utilisé la règle de viens, 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 non je me tire, viens, 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 non je me tire. Comme vous le voyez autour d'eux, ils placent ces Terradons devant les chars de Henri, les bloquant pour venir faire des charges de soutien, laissant finalement les guerriers du chaos et l'hôtel du chaos seuls face aux guerriers Saurus et aux deux monstres Bastiladon Stégadon de Pierre. Henri réussit quand même à garder la situation dans son camp, parce que malgré une charge des chevaliers Saurus sur ces chevaliers du chaos, bon, à 5 contre 10 et de front, là c'est pas pareil, hein. Il réussit à s'en charger assez bien. Les Terradons réorientent 2 chars seulement, ce qui permet quand même à un char du chaos de charger le Stégadon de front, et aux guerriers du chaos à charger le Bastiladon et les guerriers Saurus. Tout ça, c'était sans compter quand même sur le prêtre Mashlan, encore une fois, de Pierre. Le prêtre Mashlan a conservé le domaine qu'il disposait, c'est-à-dire celui de la lumière, et avec un super beau jet, a fait le frappe toujours en premier, plus une attaque sur des guerriers Saurus. Alors déjà, les guerriers Saurus, de base, ils sont moches, hein, on est d'accord. Contre des guerriers du chaos, ils sont équivalents. Mais quand ils ont la frappe toujours en premier, et que chaque figurine des guerriers Saurus a 3 attaques, et qu'il gagne une attaque supplémentaire dès qu'il fait un 6 pour toucher, ça devient des monstres. Vraiment d'horribles monstres au corps à corps. L'affrontement du bloc de guerriers du chaos avec les 3 héros dedans, je vous rappelle, le général du chaos de Henri, son porteur de la grande bannière tenace et son sorcier, c'est moche, mais quand vous voyez un test à 9 du côté des guerriers du chaos qui échoue 2 fois, et qu'au tour 4, vous voyez votre sac à poing de guerrier du chaos avec les 3 héros s'enfuir et être rattrapé par un Bastiladon, vous êtes déçu, vraiment déçu. Le Bastiladon qui n'avait d'ailleurs plus qu'un seul PV, parce que comme vous voyez, le général, le guerrier du chaos, s'était fait un malin plaisir à d'abord décapiter la grande bannière Saurus et ensuite à vachement blesser le Bastiladon. La partie s'est directement pliée au tour 4, voyant l'énorme sac à poing de guerrier du chaos se faire rattraper par un Bastiladon. Alors qu'il restait encore bien une quinzaine de Saurus derrière, booster la magie, c'était radical. Le pauvre Henri n'a rien pu faire. Voyant en plus son général mourir sous les coups de ces monstres immondes et se faire rouler dessus, les chevaliers du chaos avaient quand même réussi à abattre les chevaliers Saurus, mais la cohorte Skink derrière est venue contrecarrer leur plan. Toujours sans compter les Terradons qui réorientaient tout le monde. Ça a été vraiment une bataille immonde à regarder, parce que Pierre était tellement content de ses hommes lézards et de cette liste d'armées qu'il a décidé de toujours l'utiliser si je l'affrontais. Ce qui pouvait être très, très intéressant dans mes listes d'armées de mon côté. Enfin bref, la bataille s'est donc soldée par une superbe victoire des hommes lézards qui ont repoussé la dernière attaque des guerriers du chaos et qui donc ont un hexagone à l'intérieur même de l'Empire guerrier du chaos. Bien, c'est ainsi que se termine la campagne. La campagne, l'expansion, les déplacements, tout est terminé. La carte est fixée et les empires ne peuvent plus se déployer. Autrement dit, chaque général qui n'est pas dans son empire apporte l'hexagone qu'il contrôle pour son empire, justement pour son joueur.
C'est pour ça que vous avez une petite tache blanche au milieu d'une forêt, parce que ma prophétesse s'était bien abritée dans les bois et contrôle donc cet hexagone, et que le prêtre Machlan, au beau milieu de l'empire des guerriers du chaos et à côté de l'empire des orques et gobelins, arrive quand même à donner un petit peu de puissance à son camp. Le calcul et la taille des empires à la fin de cette campagne de l'Estalie. Le plus petit empire, c'est Lilian avec ses orques et gobelins qui contrôlent 63 hexagones, à notre grande surprise. Ensuite, c'est mon empire, les Bretoniens, qui sont à 72 hexagones de contrôle. Vient Thomas et ses contes vampires, 76 hexagones, ville faquin. Lucie suit en troisième position, donc sur le top 3 avec ses Welfs et 79 hexagones. Henri et ses guerriers du chaos en contrôlent 82. Et Pierre avec ses hommes lézards en contrôle également 82. Donc il y a une égalité à la première place pour la taille des empires. Les civils, parce que je vous rappelle quand même que c'est le but de la partie. Plus vous contrôlez d'hexagones, plus vous pouvez sauver ou tuer de civils. Alors pour les calculs de l'hiver, à la fin de l'hiver, seulement à la fin de cette saison-là, Lilian réussit à en massacrer 1280. De mon côté, j'arrive à en sauver 1480. Thomas et ses contes vampires en égorgent 1550. Lucie avec ses Welfs arrive à en évacuer 1600. Henri et ses guerriers du chaos en massacrent 1640. Et Pierre avec un super beau jet de ses hommes lézards en sauve 1780. Donc déjà qu'il était en avance, vous l'avez compris, au calcul et au podium final de la campagne de l'Estalie. La 6e place appartient à Lilian qui a massacré 3980 civils. La 5e place vient à Henri. Malgré le fait qu'il est le plus grand empire, il a eu vraiment de mal à massacrer des civils durant le retard qu'il avait pris au printemps. Il est quand même en 5e place et non pas en dernière, avec 4220 civils exterminés. La 4e place, c'est pour les Bretoniens. Ouh, ils sont pas derniers. Parce que j'ai réussi à évacuer 4400 civils. C'est quand même pas mal. La 3e place, le début du podium, est tenu par les contes vampires de Thomas, avec 4530 civils exterminés. La 2e place vient à Lucie, bien entendu, qui a quand même mené 2 saisons et demie à elle toute seule, avec 4640 civils évacués. Et c'est Pierre, avec ses hommes lézards et leur odieuse alliance avec les Oelfs, mais bon, on va pas le dire, qui arrive à en sauver 5130 à la fin de l'année. Donc bravo. L'ordre de jeu, donc le 6e c'est les orques et gobelins Lilian, le 5e c'est Henri avec ses guerriers du chaos, 4e place tenue par mes Bretoniens, 3e place tenue par les contes vampires de Thomas, 2e place tenue par Lucie et ses Elfes, et enfin le premier c'est bien sûr Pierre avec ses hommes lézards et ses 5130 civils sauvés. Voilà. Cette campagne est terminée, la carte a vraiment évolué selon toutes les saisons, j'espère que ça vous a plu, des batailles, des trahisons, des manœuvres, du bourrinisme, tout ce qu'on aime, vraiment tout ce qu'on aime. Donc j'espère que cette campagne vous aura plu, qu'elle vous a tenu en haleine. Sachez-le, il y a déjà 2 autres campagnes qui sont prêtes à être réalisées. Donc je vous laisserai voter voilà, sur les commentaires. Si jamais vous avez envie qu'on recommence une campagne, alors ça sera pas avant la rentrée, hein, pas avant janvier, parce qu'il faut bien qu'on prenne 2-3 vacances, et il faut dire aussi que c'est Noël, on aura trop mangé pour faire de la partie de Warhammer. Donc votez. Les 2 prochaines campagnes que j'ai déjà écrites et qui sont prêtes à être réalisées, c'est soit une campagne de la tempête du chaos, voilà, donc dans le nord de l'Empire, à Kislev et au sud de la Norska, ou alors c'est dans les terres arides, voilà, sur toute la carte des terres arides. Bien sûr, les races changeront, hein, on ne jouera pas les mêmes, il y aura peut-être certaines qui vont revenir, on ne sait pas, mais c'est vous qui voterez déjà pour savoir laquelle on va faire, les terres arides ou la tempête du chaos. Voilà, en tout cas, merci à tous de nous avoir suivis pour cette année. On fera quand même une dernière partie de Warhammer Made by Amateur avant le Nouvel An, ou peut-être une ou 2 peut-être, dont une spéciale Noël avec un Père Noël complètement barré. Voilà, vous verrez ce que ça va vous donner. Merci d'avoir suivi cette campagne de l'avenir de l'Estalie. Je vous embrasse, passez de bonnes vacances, joyeux Noël à tous, et écoutez Longue Vie Battle au vrai battle. Allez, profitez bien de cette fin d'année.